Nous allons entamer notre dernière séance en plénière, séquence en plénière, place aux propositions. Ce matin, certains d'entre vous ont trouvé que les propositions défilaient un peu rapidement. C'est curieux parce que pourtant on avait énormément ralenti la vitesse du PowerPoint, mais bon, enfin, donc pour les gens qui n'auraient pas pu prendre en note l'intégralité des propositions ce matin, elles seront, de même que le diaporama que nous allons présenter cet après-midi, consultables et téléchargeables sur le site, je reviendrai tout à l'heure, rencontre.unafo.org, sans mot de passe particulier à votre convenance, ainsi que d'autres documents sur les journées. Le dispositif pour notre dernière séquence place aux propositions. Les propositions qui vous ont été présentées ce matin suite à ce que vous avez émis dans les ateliers hier ont été retravaillées par un sous-groupe avec le président, le vice-président, le délégué général de l'UNAFO notamment, et vont être présentées avec les mêmes axes que nous avions ce matin. À la différence que, axe par axe, Alain Régnier a accepté de se prêter à l'exercice de réagir à chaud, si tant est qu'il y ait besoin de réagir. Si c'est souhaitable et possible et que vous le souhaitez également vous, on pourra avoir quelques retours et quelques échanges avec la salle au fur et à mesure. À la fin du dernier axe, un petit temps d'échange plus général, puis une conclusion par monsieur Alain Régnier. Gilles, peut-être 2-3 mots de cadrage avant d'aborder le premier axe ? Oui, de cadrage, mais surtout de rappel de l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, qui est un travail en progrès, si je puis dire, puisqu'il y a 2-3 ans, je me souviens d'un débat au conseil d'administration de l'UNAFO, dans lequel un des administrateurs avait dit il faudrait donner plus de force au positionnement politique de l'UNAFO. Et je pense qu'en 2-3 ans, beaucoup de progrès ont été faits. Et je pense que la difficulté qu'on a quand on fait ce type d'exercice, il est de plusieurs ordres. D'une part, le fait que l'élargissement de l'Union depuis ces 2-3 dernières années, qui est passé d'une 40aine de membres à plus de 80 aujourd'hui, s'accompagne d'une diversité des publics accueillis, des types d'établissements. Et donc dans ce travail de proposition, c'est en même temps un travail d'élargissement de nos centres d'intérêt, et donc la difficulté de brasser des questions qui sont de plus en plus larges et de plus en plus difficiles. Deuxième chose, c'est l'importance pour nous d'articuler plusieurs types d'élaboration de ces propositions. C'est-à-dire que c'était important pour nous de mettre en place ces journées régionales qui ont permis de donner la parole aux adhérents, je dirais, de base, de terrain, qui ont permis d'exprimer des préoccupations, des souhaits, des propositions. Et donc, tout ce travail qui s'est organisé cette année au travers des journées régionales, de la journée des acteurs du logement d'insertion le 29 juin qui nous obligeait de nous mettre en position de proposition, le travail des ateliers d'aujourd'hui, enfin de hier et du travail qu'on a fait durant ces 2 jours. Voilà, on voit qu'on est dans un travail, moi j'appelle d'intelligence collective, qui a les imperfections de ce type de travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement rationnel, il y a des redites, des redondances, tout n'est pas complètement approfondi, mais il est pas mal, c'est ça sur quoi je voulais indiquer, il est pas mal parce que justement, la démocratie, c'est pas uniquement quelque chose de formel, c'est aussi une dynamique, et que ces dynamiques, on y est très attaché, et à un moment, effectivement, il y a d'un point de vue démocratique, un conseil d'administration de l'UNAFO qui prend connaissance de ces propositions, qui arrête des orientations et qui fixe des pistes d'avenir. Donc c'est très important pour moi, en tant que délégué général, cette dynamique qu'on a essayé de mettre en place, eh bien, de nourrir, je dirais, la réflexion de l'Union globalement, du conseil d'administration, pour permettre d'orienter l'avenir. Et dans c'est pour ça que les choses sont aussi compliquées, c'est-à-dire on le fait UNAFO, mais aussi on essaie de le faire avec les acteurs du logement d'insertion. Et donc, ça complique un peu nos affaires, mais c'est aussi passionnant, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, ces acteurs reçoivent dans leurs établissements, dans leurs logements, les mêmes types de publics, des problématiques très comparables, et donc travailler ensemble, exprimer des préoccupations qui sont finalement communes, qui sont celles d'un cœur du métier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que du logement, qu'est-ce que c'est du logement d'insertion, du logement accompagné. On voit très bien que là-dessus, on a des préoccupations communes, et je rappelle souvent ce que nous avait dit Georges Cavalier, qui est décédé malheureusement cet été, qui était président des Pactes, et il nous disait à la fin de la présentation, il y a 2 ans maintenant, des acteurs de logement d'insertion, ce qui rapproche les gens, plus que la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits, c'est-à-dire les gens qui se sentent de la même famille
de la même préoccupation, avec un même engagement. Et c'est ça, je crois, qui est important dans notre travail, c'est cet engagement commun des 3 fédérations et de ce mouvement collectif pour faire des propositions. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de travailler, d'être dans des systèmes à la fois ouverts, dynamiques et, si possible, intelligents, c'est-à-dire rationnels, pensés avec des éléments de démocratie qui s'incarnent dans le conseil d'administration de l'UNAFO. Deuxième point, et j'en aurai terminé, je te rassure, c'est que ce travail qu'on a fait sur la place du logement accompagné, quelqu'un l'a dit ce matin, j'ai bien aimé l'expression, c'est aussi la place des politiques publiques dans le logement accompagné. C'est-à-dire, on voit très bien qu'aujourd'hui, on est à la croisée de chemin où il faut à la fois participer de missions d'intérêt général et que finalement, tout ce qui s'est mis en place autour des agréments, autour de la contractualisation, de la mise en place des outils, de la refondation de l'hébergement et de l'accès au logement, nous fait pleinement participer. En tout cas, il faut le renforcer, mais on est clairement dans les politiques publiques qui sont dans le logement accompagné. En même temps que je dis ça, on a entendu dans ces journées régionales, et quand je vais vous rencontrer vous, les uns et les autres, la nécessité de maintenir une forme d'autonomie associative, une forme de liberté, parce que il y a un sentiment qui, je crois, est partagé, c'est qu'on fait partie d'une forme d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que finalement on est à mi-chemin entre une société civile avec ce qui compose nos conseils d'administration, le recours à des bénévoles, le recours à des formes d'épargne solidaire, etc. Donc plusieurs formes qui font qu'on est dans la société civile. On est dans des calculs économiques qui obligent d'équilibrer des comptes et en même temps on est avec les pouvoirs publics, mais on est au cœur des 3. Et c'est ça, ce positionnement qui est commun entre nos adhérents qu'il faut rappeler. Et puis rappeler aussi que le mouvement associatif, c'est aussi une capacité d'initiative, une capacité d'innovation qu'il faut toujours renforcer et qu'on alimentera d'autant mieux les politiques publiques qu'on maintiendra cette capacité d'initiative et d'innovation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans le travail qu'on va engager, heureusement maintenant, sur la question des propositions, et quelqu'un l'a dit, je crois hier ou ce matin, ce n'est pas des propositions des yaka, faudrait que... Ce sont des propositions qui s'enracinent dans des pratiques quotidiennes, dans les débats, et moi ce que j'ai aimé hier, notamment dans la table ronde en direct des régions, c'est, les gens me l'ont dit, les gens qui parlent, on sent que c'est des gens qui vivent ça au quotidien, quoi. Donc ce n'est pas des propositions en l'air qui viennent de je ne sais quelle planète ou système solaire. Non, ce sont des gens qui ont les pieds dans la glace tous les jours, qui sont les fantassins du social, qui sont affrontés à des difficultés, qui font des propositions, si possible intelligentes, pour s'en sortir. Donc je crois que c'est important de le noter, enfin je me tourne vers Alain Régnier, ce n'est pas des machins d'intellectuels ou de militants qui diraient que c'est des machins de gens qui sont tous les jours affrontés à des questions et qui essayent modestement, mais avec persévérance, de trouver des solutions et de faire des propositions. Et comme l'a dit Jacques hier, on essaye de penser en homme d'action, mais aussi on essaye d'agir en homme de pensée, et c'est le but de cette séquence. Alors, place aux propositions, place aux machins. Est-ce qu'on peut basculer les images sur la sortie de l'ordinateur Tribune? Merci. Donc, premier axe, très classiquement, comme ce matin, les personnes et le projet social. Et c'est encore Gilles Desrumeaux qui parle. Je suis désolé, je me suis beaucoup tué jusqu'à maintenant, donc je me lâche. Donc, non, c'était important que, enfin, on a conçu un peu comme ça ce temps de proposition. C'est pas simplement d'énumérer, on a 63, je crois, propositions, oui, beaucoup, mais de se donner des objectifs forts. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'élaboration d'un plan quinquennal de lutte contre les exclusions et on a appelé de nos voeux un plan de 5 ans. Donc c'était important qu'on fixe le cap et qu'on ne se perde pas dans telle ou telle proposition. Mais voilà. Donc le premier cap, et on voulait le mettre au début parce qu'on parle des gens, des personnes concernées, c'est se donner un objectif fort de production de logements sociaux abordables et adaptés pour répondre aux besoins des ménages. Donc, vous savez que le gouvernement a fixé une production de 150 000 logements sociaux par an. La demande qu'on fait, nous, c'est que dans cet objectif, il y en ait 40% en PLAI. Alors pourquoi 40%? En tout cas, une part significative. Donc on dit 40%, on pourrait dire aussi qui correspondent aux gens éligibles sur les terrains au PLAI. Voilà, donc aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a pas assez de PLAI dans la programmation, en tout cas 2013, comme ça a été dit hier. Deuxième élément,
c'est que dans ces PLAI qui sont à produire, il faut une part significative de logements accompagnés. La proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est 12 000 logements accompagnés. Il s'en est fait en 2011 7 600 entre les résidences sociales jeunes, les résidences sociales ex nihilo, les pensions de famille, la transformation des FTM, etc. Donc il y a un objectif important qu'il faut conforter en logements accompagnés. Troisième proposition. Alain Régnier, je vous en prie, si votre micro est ouvert, ça sera plus facile. C'est fait. Voilà, pour que ça soit un peu plus interactif, et pour lui couper la parole un peu quand même. Donc, si on peut revenir sur la slide précédente. Oui, je pense que l'une des questions qu'on va avoir à résoudre ensemble dans les prochains temps, très, très vite, c'est aussi de sortir de la catégorisation française des typologies de statut de logement social, que vous connaissez, qui historiquement ont été structurés entre le logement social supérieur, l'intermédiaire et le social très social. Bon, je crois qu'au-delà on est d'accord, je partage ce qu'a dit Gilles, mais au-delà du statut, la question c'est, faut-il encore que même avec des statuts dits très sociaux, les loyers de sortie de ces logements soient compatibles avec les ressources des ménages aujourd'hui? Donc la question qui est posée, se donner l'objectif de production, d'une production importante pour répondre aux besoins des ménages, besoins dans le sens, de mon point de vue, de besoins adaptés à la situation des ménages, mais également aux revenus disponibles de ces ménages, de manière à ce qu'ils puissent assumer les charges liées à la fonction d'habiter. Donc, c'est simplement pour compléter en disant que je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse, est-ce qu'il faut maintenir cette typologie qui rigidifie pour plusieurs décennies dès lors qu'on est dans des statuts et qu'à chaque statut est lié un conventionnement et un type de loyer de ressources. Ça, c'est une question qu'on va travailler avec les organismes HLM et l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement, mais surtout, c'est la question de la capacité financière des ménages dont on sait, vous et moi, qu'elle est durablement faible. Donc on fera tout pour qu'elle s'améliore, mais on sait que nos publics, 60% des demandeurs de logements sociaux sont sous plafond de ressources PLAI. Donc est-ce qu'il faut faire 40%, est-ce qu'il faut faire 50%? On en a discuté dans le groupe, j'y reviendrai plus tard dans la conclusion, mais en tout état de cause, il faut produire du logement, non pas un statut donné, mais du logement qui concrètement permette à des gens d'avoir un reste à vivre, qui leur permette de vivre, tout simplement. Je pense que c'est important de repréciser qu'au-delà du statut, c'est la question des revenus disponibles qui est importante. C'est ce qu'on entend par logement abordable et adapté, parce que c'est effectivement ça le fond du problème. Je vais passer rapidement sur les propositions en redisant une nouvelle fois qu'elles sont disponibles prochainement sur le site internet de ces journées. Voilà, donc je vais vous donner les objectifs. Donc, bon, je ne reviens pas sur les propositions qui ont été lues ce matin sur faire coïncider la production de logements aux besoins de la population. Quand Gilles dit « je ne reviens pas », généralement il revient quand même. Il revient. Et la notion d'ensemblier d'accompagnement social, donc vous savez, qui est une notion qui me tient à cœur. Deuxième proposition, fluidifier les parcours résidentiels en donnant aux personnes le choix de leur habitat. Je voudrais entendre justement Alain Régnier là-dessus, c'est un point sur lequel il a insisté dans le cadre de la préparation de ces journées. Alors bon, les propositions notamment liées au fonctionnement des SIAO sont dans ce cadre-là. Donner toute leur place aux résidents dans les processus de concertation et de participation. C'était important pour nous et le conseil d'administration et certains administrateurs avaient insisté fortement pour que des résidents soient présents dans ces journées. Ils l'ont été et c'est important qu'au-delà de ces journées, ils puissent l'être dans l'ensemble des processus. Éviter la rupture de parcours liés aux impayés, là c'est quelque chose de très important, moi sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le groupe de préparation nommé par le Premier ministre pour la lutte contre les exclusions. Aujourd'hui, la garantie des risques locatifs universels est un échec. Aujourd'hui, le LOCAPAS a vu...
La GRL, oui. La GRL est un échec, donc il faut aller vers une garantie des risques locatifs universels. Et le Locapass, lui, on a fait un article dans le journal que vous avez certainement lu les uns et les autres. Il a baissé ses dotations de moitié, il est passé de 700 000 à 350 000 en restreignant la cible des personnes. Et donc la demande de l'UNAFO, c'est de dire qu'en attendant une garantie des risques locatifs universels, de renforcer le Locapass. J'insiste sur ces questions parce qu'on a beaucoup parlé des questions des ruptures, des impayés, tout ça. Si au même moment une garantie des risques locatifs ne se met pas en place, que le Locapass diminue, que les FSL sont complètement exsangues, eh bien, enfin, on se paye de mots. On dit des choses et on fait le contraire. Prendre en compte de manière volontaire la situation des personnes, des publics spécifiques. On a dit la situation des personnes en souffrance psychique. Je ne vais pas revenir sur les propositions, elles ont largement été présentées ce matin. Sur la question de l'accès et le maintien dans le logement des personnes âgées, alors j'ai mis notamment immigrés parce qu'on a beaucoup insisté avec les ateliers sur la question des personnes âgées immigrées, mais il y a d'autres personnes âgées qui aujourd'hui ont la précarité, demandent un meilleur accès aux droits sociaux et à la santé. Un axe très important pour nous, c'est achever maintenant le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. On a d'ailleurs reformulé au dernier moment cet objectif pour lui donner plus de force. On n'en est qu'à la moitié et il y a encore des situations de logement indignes dans notre secteur. Donc il faut vraiment achever ce plan de traitement avec une inquiétude sur le pilotage de l'État. J'en profite pour remercier Pierre-Yves Reberiou qui pendant des années a conduit ce plan de traitement et pour lequel malheureusement ça risque en tant que SILPI d'être ses dernières journées professionnelles parce qu'il part bientôt à la retraite. En tout cas, on veut indiquer, en le remerciant pour le travail qui a été accompli pendant de nombreuses années, dire que si ce plan a pu avancer, c'est grâce à son pilotage ferme et en même temps à l'écoute, tout en, dans les propositions, faisant en sorte que ce plan s'articule avec les collectivités locales et des programmations dans les territoires. Voilà pour le premier axe. J'espère ne pas avoir été trop long ou trop rapide sur les propositions. Parfait. Alain Régnier, quelques rebonds? Oui, sur la notion de choix. Parce qu'il me semble important de réfléchir collectivement à cette question. Bon. La période dans laquelle nous sommes, et qui date depuis un certain nombre d'années, c'est aussi une période de décrédibilisation de l'action publique. Et nos concitoyens ne nous font plus vraiment confiance entre les discours et puis les réalités. Et ce que vivent beaucoup de nos compatriotes, il y a un écart de plus en plus important. Et dans le domaine du logement, cet écart entre les mots qui sont, pour certains, à un moment donné, dans la présentation politique, c'est la France des propriétaires, ou c'est on fait tant de milliers de logements par an. Bon. Tout ça, très concrètement, quand on est demandeur de logement et que statistiquement, il faut une moyenne statistique nationale de 5 ans pour avoir un logement social, bien évidemment, ça recouvre des disparités extrêmement fortes. Et on est face à des choix à ce moment-là. On a des ménages qui refusent des propositions de logement parce qu'ils se disent, si j'accepte cette proposition-là, j'ai une forte probabilité d'être là à vie. Est-ce que j'aurai encore la possibilité d'avoir une mobilité? Donc, il faut que nous redonnions une respiration à notre société dans cette période de très grande difficulté, de tension, d'inquiétude, de peur. Il faut, pour que, à mon avis, on aille mieux dans cette aspiration aussi à intégrer la dimension de l'harmonie sociale ou du bien-être social dans le produit intérieur brut. Vous avez peut-être en tête les travaux d'un prix Nobel, donc M. Stiglitz, qui avait indiqué, je crois qu'il avait raison, qu'il fallait prendre en compte cette dimension du bien-être des personnes. Quand 56% des Français ont peur d'être SDF, record d'Europe des 26 pays de l'Union, des 27 pays de l'Union, donc ça projette nos concitoyens dans des anticipations inquiètes, d'inquiétude. Donc, et le fait de ne pas pouvoir choisir et d'être dans une situation où dans les grandes agglomérations, pas seulement en Île-de-France, la proposition que vous allez avoir pour un jeune, pour un moins jeune, ça ne va pas être un choix que vous faites, ça va être une solution de logement par défaut, parce qu'il y aura un produit disponible, parce que vous aurez trouvé une colocation, parce que vous allez avoir telle proposition. Donc, il me semble extrêmement important dans la manière dont on va repenser les politiques de l'habitat, de donner cette dimension de la
possibilité, ce qui existe dans plusieurs pays européens, c'est-à-dire d'intégrer la question du choix. C'est-à-dire de donner la possibilité à quelqu'un d'avoir en permanence le choix d'un quartier, le choix d'une ville, et pas simplement être dans un choix, encore une fois, de contrainte par défaut, parce que j'ai que cette solution-là. Voilà, je voulais simplement réagir par rapport à cette question qui me semble centrale sur des politiques sociales de l'habitat. C'est, encore une fois, de redonner une perspective qu'on va avoir un parcours et que si à un moment donné, on a envie d'être colocataire quand on est jeune, ben on va partager une colocation, mais on ne va pas être obligé de faire une colocation parce que le marché est tellement impossible dans le logement étudiant ou dans le marché privé qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on partage une surface avec quelqu'un d'autre. Ou quand je suis avec ma famille, si j'ai un enfant de plus, que je suis obligé de quitter, de m'éloigner de 20 km du centre urbain pour trouver un logement avec un loyer compatible. Donc ça, c'est ce que j'appelle le non-choix. Donc il faut redonner cette respiration à notre politique de l'habitat. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Donc c'est cohérent avec la préoccupation de l'UNAFO de placer la personne au cœur du projet social. Est-ce que sur ce premier axe, personne et projet social, il y a des questions, des réactions, des interventions ou des réactions à ce que vient de dire M. Rignier à l'heure de la sieste? Ah, allez-y, je vous en prie, si vous voulez vous présenter. Je me suis présentée tout à l'heure. Je travaille en fait au service AVDL en fait sur Nantes. C'était juste pour dire par rapport. J'ai travaillé aussi auparavant au CHRS et c'est vrai qu'en tant que travailleur social, on nous disait un petit peu. Quand les gens ont une proposition de logement, surtout, ils ne doivent pas refuser. Ils n'auront pas d'autres propositions de logement et on doit faire circuler aussi voilà, les places dans les CHRS. Les gens étaient, ça dépendait du quartier où ils étaient, mais bon, ils acceptaient. Sauf que maintenant, en travaillant à la VDL, on se rend compte que les personnes, la moitié des personnes qu'on accompagne font des demandes de relogement au bout d'1 ou 2 mois. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas, donc on dit aux personnes pourquoi vous avez accepté et les personnes nous disent je n'avais pas le choix. J'étais en centre d'hébergement, j'ai accepté, mais le logement, soit il ne convient pas à la composition familiale, soit le quartier ne leur plaît vraiment pas, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc voilà. Alors peut-être qu'avec les SIAO, ça va aussi changer, ça va peut-être être l'occasion aussi de rediscuter un petit peu sur ça. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, rebondir? Oui, madame. Oui, je suis Françoise Baudot de la CADOP. Je travaille dans les Hauts-de-Seine. Je suis chef de service d'un CHRS. Donc je voudrais abonder dans ce sens-là et rebondir sur le non-choix qui est la réalité quotidienne des relogements, notamment en Île-de-France, avec des difficultés à convaincre les personnes que ce n'est pas une condamnation à perpétuité à habiter un logement qu'ils ne choisissent pas, qu'ils ne visitent pas avant d'avoir signé ou d'être passé en commission d'attribution. Donc effectivement, l'Île-de-France est un secteur très très tendu, mais en tout cas, on est vraiment dans le non-choix, et ça, je pense qu'il faut que ce soit entendu par les responsables des politiques publiques, parce que pour accompagner ces personnes, pour les sortir des centres d'hébergement, croyez-moi, c'est pas simple. Je voudrais aussi dire que le comité de suivi du DALO a fait des recommandations tout à fait intéressantes sur des expériences notamment anglo-saxonnes par rapport à une bourse des logements sociaux où les personnes relogeables, les candidats au relogement seraient quand même un peu plus partie prenante par rapport à leur relogement qui ne soit pas une assignation à résidence. Voilà, j'en ai terminé. C'est bien ça. C'est ce que vous vouliez dire, ce que vous avez dit. D'autres remarques, réactions sur le même thème ou sur les autres points présentés par Gilles? Bien. On a un deuxième axe qui s'appelle visibilité et reconnaissance du logement adapté. Merci. Et Jacques Duployer va nous présenter les principales propositions, les objectifs de l'UNAFO. Alors, même si la visibilité s'améliore, je crois que vous avez découvert ce qu'il y avait sous le capot, monsieur le préfet. Pas tout à fait encore. Pas toutes les pièces. Bon, on va essayer d'améliorer la connaissance. Donc, sur cet axe, nous avons fixé 2 objectifs avec cette proposition. Le premier objectif, c'est de mettre en place dans les territoires des dispositifs d'observation sociale qui intègrent les acteurs du logement accompagné et d'insertion.
avec 3 propositions. La première, c'est d'élaborer un tronc commun de définition des différents critères utilisés sur les systèmes d'information, de façon à avoir un langage commun. La deuxième, c'est de développer des espaces d'échange locaux avec les différents acteurs du logement accompagné ou d'insertion, de façon à ce que, au-delà des données informatisées et du traitement quantitatif de la question, on puisse aborder les questions qualitatives. Avec la troisième proposition qui va dans le même sens de la connaissance qualitative, c'est d'associer les personnes concernées par les situations du mal logement pour l'élaboration de la connaissance des besoins. Voilà les 3 propositions de ce premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est d'assurer la visibilité du logement accompagné et lui donner toute sa place dans la conception et la déclinaison des politiques et des dispositifs. Alors là, 4 propositions. Donc, à s'assurer de la présence des acteurs du logement accompagné dans les instances nationales et locales qui mettent en œuvre les politiques publiques dans le domaine de l'habitat, les PDHI, les LPD, les SIAO, les PLH, etc. Développer la coopération entre grandes fédérations du logement d'insertion pour une meilleure identification des spécificités du secteur. Et puis reconnaître et soutenir les initiatives locales témoignant de la capacité des acteurs du logement accompagnés à porter des projets collectifs, c'est-à-dire laisser l'espace voulu aux associations notamment, qui sont souvent force de propositions d'initiatives. Enfin, troisième objectif, assurer la visibilité du logement accompagné et lui donner toute sa place dans la conception et la déclinaison des politiques et des dispositifs. Et donc bien évidemment, la proposition 7, c'est de mieux communiquer pour sensibiliser les élus sur notre activité d'intérêt général, mal connue et mal perçue, en tout cas trop souvent perçue comme relevant de la seule compétence de l'État. Alain Régnier, quelques réactions. Alors, je redis quand même que tout le monde sache que c'est absolument pas bidonné. Hein. Les propositions n'avaient pas été écrites et envoyées à M. Régnier 15 jours avant. Il les a découvertes en sortant de la salle à 12h30, comme tout le monde, puisqu'elles étaient toutes frétillantes encore sur l'ordinateur de l'UNAFO. Donc, vos premières réactions, ce qui n'empêchera pas, bien sûr, dans la discussion, de les remettre en perspective. Hein. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est l'un des points qui ressortait du rapport qu'on avait commandé à Force, c'était la question de la visibilité du secteur. Donc, dans le continuum de l'hébergement, enfin de la rue au logement, puisqu'on a essayé ce qu'on a fait ensemble depuis quelques années maintenant, c'est de sortir, et ça reviendra, je pense, dans le plan quinquennal comme un axe fort, c'est les décloisonnements. C'est de sortir des approches sectorielles, d'un côté l'urgence sociale, de l'autre le logement. Donc on essaie de construire des politiques qui prennent en compte la totalité du parcours et des besoins par rapport à l'individu, par rapport à la personne. Donc dans ce cadre-là, faire connaître les actions, se positionner vis-à-vis des collectivités locales et de la population aussi, parce que je pense qu'il serait important d'organiser, mais je sais qu'un certain nombre le font déjà au niveau de tel ou tel territoire, mais pourquoi pas une fois par an d'organiser dans chaque région une journée d'information où vous expliquez ce que vous faites. Je crois qu'il y a effectivement un déficit de connaissances qui entraîne un déficit de reconnaissance. Donc, et comme par ailleurs les publics, un certain nombre de ces publics sont des publics qui sont différents des autres, enfin, qui véhiculent des représentations, des peurs, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur cette société de peur, je crois qu'il est extrêmement important de remettre les choses positivement, de donner des témoignages, et donc d'associer encore, c'est un des points qui était abordé dans les propositions, la nécessité de mieux prendre en compte les personnes elles-mêmes qui sont dans vos structures, de leur donner la parole, qu'elles puissent témoigner dans des journées d'information, et que les médias aussi, qui encore une fois sont souvent preneurs d'informations de tout ce qui ne va pas, présentent aussi de temps en temps des choses qui marchent, quoi. Donc
voilà, même si vous êtes sur une plateforme de proposition, vous vous appuyez quand même sur beaucoup de choses qui fonctionnent. Donc voilà, la visibilité pour moi, c'est de travailler sur ces différents éléments au plus près du territoire. Puis bien entendu au niveau national, la constitution du réseau des acteurs du logement d'insertion, et moi je l'appelais de mes voeux depuis le début, c'est un élément important au niveau national, de manière à ce que moi en tant que structure d'interface interministérielle, je n'ai pas d'un côté l'hébergement avec une structuration très forte et de l'autre côté un secteur beaucoup plus éclaté, éparpillé. Et donc je crois que vous êtes en train de constituer cet élément de référence d'un réseau d'acteurs professionnels engagés sur le logement, vers le logement, et je pense que ça c'est extrêmement important. Merci. Des réactions, des questions, des interventions de la salle sur ces aspects de visibilité et reconnaissance? Notamment, y a-t-il des expériences d'association de résidents, de personnes logées et accompagnées à des temps de diagnostic ou de présentation de ce qu'est le logement? Oui. En appuyant sur le bouton rouge et en se présentant. Oui, bonjour, je suis Carole Poméon d'Habitat Humanisme. Nous, concernant la participation des résidents, ça fait maintenant plusieurs années qu'on les invite au moins une fois par an à nos rencontres sur les pensions de famille, avec une approche qui est très intéressante, parce qu'on se rend compte que la parole des résidents est très en cohérence avec celle des professionnels. Ça tombe bien. Et aussi des bénévoles, non mais avec une analyse très fine des enjeux autour des attributions, sur la question des moyens, des équilibres économiques, etc. C'est vrai qu'on a tendance parfois où certains conseils d'administration ont tendance à considérer les usagers comme justement des usagers qui sont pas forcément, qui peuvent pas forcément apporter au dispositif. Donc cette année, on organise une nouvelle journée le 18 janvier où on aura une centaine de résidents qui seront présents. Et voilà, et leur parole est très intéressante et il me semble qu'il faut aussi beaucoup qu'on arrive à s'appuyer là-dessus pour faire vivre des projets sociaux dignes de ce nom, hein, parce qu'on a quand même une vision, nous, opérateurs, sur le terrain, une vision qui est micro-sociale, et les projets sociaux, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que quand vous faites un établissement où les gens ont peur, n'ont pas envie de vivre, quand les gens ont envie d'en partir parce qu'ils sont mal, ça re-questionne quand même... Enfin, ça me semble très important aussi qu'on puisse faire entendre ce travail de dentelle qu'on fait sur le terrain et ce que vivent les gens dans les logements qu'on produit. Voilà. Merci. Sur le même thème, d'autres interventions, d'autres exemples? Oui, je vais reprendre la parole pour vous dire, moi j'aimerais bien qu'on puisse aussi, alors peut-être certains d'entre vous le font, c'est une fois que les gens sont partis, c'est de constituer aussi un vivier de personnes ressources qui viendraient aussi apporter leur témoignage au fur et à mesure des années sur ce qu'ils sont devenus, hein, et qui aussi concourent à la vie de l'établissement ou puissent devenir des membres de conseil d'administration des structures. C'est de travailler aussi, vous représentez un secteur économique, même si on est en très forte contrainte, je le dirai dans ma conclusion, mais c'est des milliers d'emplois que vous représentez, des dizaines de milliers d'emplois, enfin, le secteur du logement au sens large et de l'hébergement. Peut-être qu'un certain nombre de personnes qui passent dans les structures, alors je ne parle pas là des résidents de pensions de famille, des personnes, quoique un certain nombre d'entre elles peuvent aussi avoir leur projet professionnel, s'ils ont encore l'âge de travailler, et pourquoi ne pas faire émerger ces projets professionnels, mais sur des publics avec moins de fragilité, pourquoi ne pas aussi promouvoir les métiers du social au sens large et constituer ce que j'essaie de soutenir aussi, c'est la démarche des travailleurs pairs, c'est-à-dire d'avoir aussi des professionnels issus des personnes qui étaient elles-mêmes en difficulté et qui vont conforter les équipes et apporter un autre regard sur le travail social et sur l'accompagnement. Donc, c'est des démarches très québécoises qui fonctionnent très bien au Québec. C'est donc d'utiliser aussi les personnes que vous accueillez dans leurs projets professionnels, un certain nombre notamment pour les plus jeunes des personnes que vous accueillez. Bon, on a une société où les jeunes s'interrogent sur qu'est-ce que je vais faire, bon, ben, leur proposer aussi la palette des métiers voilà. Alors c'est quelques petites idées, mais c'est surtout la première qui m'intéresse, c'est-à-dire une fois que les gens sont partis, d'essayer de voir de quelle manière
Et là, ça réinterroge aussi sur le... Vous allez me dire, mais ça représente un... Enfin, ça demande des moyens, ça demande... Mais pourquoi pas financer, je veux dire, tenir compte dans le financement des structures du temps passé à constituer ce vivier de personnes, à l'alimenter, à les réunir, à leur demander d'être acteurs. Voilà. Donc, quelques idées qui ne sont pas simplement de dire on va faire une consultation, les personnes, la loi 2002 doivent être acteurs, et même si on sait effectivement que dans notre pays, ils sont beaucoup plus sujets qu'acteurs, mais c'est de trouver les moyens de déclencher un processus où les personnes seraient, encore une fois, beaucoup plus acteurs et citoyens que simplement prestataires d'une forme d'hébergement ou de logement. Réaction, complément, intervention. Oui, pardon. Pierre-Yves Robériou. Je voulais intervenir sur une des propositions qui est, à partir de la thématique générale visibilité, le fait que ça serve à être présent pour vos associations, vos adhérents, dans l'élaboration de documents locaux. De plus en plus, les politiques du logement sont couvertes par des logiques de programmation pluriannuelle qui impliquent, si vous voulez obtenir la production d'un certain nombre d'établissements ou la rénovation ou le traitement, en gros, il faut s'en préoccuper 4-5 ans à l'avance. Il y a eu une discussion, j'ai cité hier les PLH, il y a un sujet colossal qui sont les délégations de compétences pour les aides à la pierre. On entre dans une phase de renouvellement des premières. En gros, ça n'a pas grand sens de se préoccuper après d'essayer d'obtenir la production d'une résidence sociale ou le traitement d'un foyer si ça n'a pas été prévu de façon un peu systématique, si ça n'a pas été écrit dans la délégation de compétences. Autrement dit, c'est 5 ans souvent ou 6 ans auparavant qu'il faut que la visibilité vous serve à être présent, associé entre guillemets, parce qu'évidemment, ce n'est pas vous qui allez piloter, mais ça implique un travail très en amont du moment où vous allez transformer le projet. On a la même chose sur l'ANRU. Le nombre de projets de traitement en territoire ANRU qui ont été plantés parce que vous n'avez pas été associé au moment de l'inscription dans le programme ANRU de la forme et du montant que prendrait le traitement de tel ou tel établissement, et tout d'un coup, on vous dit au bout de 3 ans, voilà, il y a votre foyer là, et il y a 300 000 € qui tombent, ou 500 000. J'ai vu des tas d'opérateurs découvrir brutalement que ça avait été décidé sans qu'ils aient été présents dans le coup. Donc c'est pas de même pour des opérations d'intérêt national. Je veux dire, par exemple, ce qui se fait en Seine-Amont, associant 14 communes, est en train de débloquer, parce que l'État local fait son boulot, mais à mon avis, les gestionnaires ne sont pas encore suffisamment entrés dedans, est en train de débloquer une série de dossiers de traitement qui étaient complètement plantés depuis plusieurs années. Voilà. Je ne vais pas vous les citer, mais parce que chaque gestionnaire reconnaîtrait ses petits. Donc c'est compliqué d'essayer de se dire que toute une partie de votre boulot, c'est de penser le sujet 5 ans, 6 ans, en amont du moment où la décision se prendra. Voilà. Merci. Alors, cet aspect vient sur la visibilité et la reconnaissance. On le retrouvera tout à l'heure dans notre axe gouvernance, effectivement, avec le rapprochement aussi des collectivités territoriales. Alors voilà, maintenant, il y a trop de demandes par rapport au temps dont nous disposons, mais allez-y, je vous en prie. Oui, je veux évoquer un tout petit peu... Vous vous présentez, s'il vous plaît ? Oui. Gilles Comte, de l'association Aide au logement des jeunes à Villeurbanne. C'est pour évoquer à la fois l'axe précédent, donc sur les flux, et également celui sur la reconnaissance de notre travail. Je m'inscris un petit peu dans le cadre de l'accord national interprofessionnel qui a interpellé un certain nombre d'acteurs du logement social, nous compris, mais pour constater que, vu du terrain, ce sont des questions qui se traitent encore à un niveau un peu politique. Alors, c'est important de faire prendre conscience aux acteurs de l'économie que le logement tient une place importante aussi dans le développement des territoires. Mais je trouve que notre rôle, qui peut être un rôle de sécurisation des flux, de sécurisation de l'accès au logement durable, est assez peu entendu, assez peu reconnu jusqu'à présent.
Bon, cet accord ne date que d'une année, mais on ne sent pas de modification majeure. On est interpellé très ponctuellement encore par des organismes de logements sociaux pour sécuriser un accès, mettre en place un bail glissant, etc. Et nous sommes plus à la demande de rencontres et de tables rondes qui permettraient d'examiner globalement les moyens dont chacun dispose et en quoi ils peuvent être complémentaires. Merci. Il y avait Carole, très rapidement. Juste, je prends la parole parce que j'ai animé l'atelier sur les souffrances psychiques et comme on ne va pas passer à d'autres thèmes, je voulais juste dire que dans les propositions, il me semble que la question de l'articulation entre le champ du soin et notamment du soin psychiatrique ou psychologique et notre champ d'intervention est très peu évoqué, alors que moi j'ai quand même senti une grande souffrance oui, je peux en parler, des intervenants de l'atelier par rapport aux situations auxquelles nous sommes confrontés. La crise et les temps que nous traversons produisent quand même beaucoup de souffrance parmi nos concitoyens. Et aujourd'hui, on loge des gens qui sont dans la maladie, qu'elles soient soignées ou pas, et on est quand même très désemparés de voir des gens qui sont dans des processus d'auto-exclusion, d'autodestruction, des gens qui sont en train de mourir sous nos yeux. Et je pense que cette question, et puis c'est massif, je veux dire, maintenant on le voit dans tous nos projets, ces publics en grande souffrance psychique, ils sont là de façon très massive. Et il me semble que l'articulation du soin et de notre champ d'intervention n'est pas assez mise en avant dans les propositions qu'on a vues au début. Alors on les a lus rapidement, mais on ne les a pas oubliés. En plus, on a un disque dur sur lequel toutes les propositions ont été enregistrées. On vous les rechargera sur le site. Gilles, on passe peut-être au troisième axe. Donc le troisième axe, vous vous en souvenez, c'est sur la fragilité du modèle économique. C'est aussi un des axes qui ressortait de l'étude commanditée par la DIAL et réalisée par le cabinet Force et présentée l'été dernier. Donc sur ce troisième axe... Oui, je crois que c'est important de faire le lien entre cet axe et puis ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si aujourd'hui cette question de la fragilité du modèle économique, c'est une question qui monte, et ces derniers mois, le conseil d'administration de l'UNAFO, c'est un sujet qui l'a beaucoup occupé, préoccupé, et que ce n'est pas indifférent de ce que vient de dire un certain nombre d'entre vous et ce que vient de souligner Carole, c'est-à-dire un contexte marqué quand même par aujourd'hui une crise immobilière dont on a parlé, c'est-à-dire un renchérissement du prix du foncier, de la propriété, du locatif, et c'est une dimension essentielle de nos interventions économiques, parce qu'on est dans un contexte où on intervient sur un marché foncier, un marché immobilier qui est aujourd'hui très contraint. Deuxième élément, il a parlé de crise du pouvoir d'achat. On a aujourd'hui des personnes qui vivent avec de moins en moins de moyens, et ce qui me frappe, moi, et je veux être d'accord pour parler d'économie, parce que quand on parle d'économie, on a l'impression qu'on va parler de choses sérieuses après. Voilà. Non, c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la caractéristique, je pense, de la crise très forte que nous ressentons, et moi, on l'a ressenti très fort, on en a discuté avec toute l'équipe du secrétariat général, que vous exprimez dans ces rencontres nationales, c'est le sentiment que la crise, elle est en train de s'ancrer dans des individus, dans leur psychisme, dans leur mode de constitution d'eux-mêmes en tant que personnes, et que ce sont ces personnes-là qu'il faut qu'on accueille aujourd'hui. Et ce qui est caractéristique, et le dernier rapport de l'ANPES, qui a été transmis notamment pour servir de base au travail du plan de lutte contre les exclusions, montrait la convergence à la fois de la pauvreté économique, de l'éloignement du monde du travail et d'atteindre à des conditions de vie des personnes, que ce soit dans le logement et la santé. Donc c'est ça. Et donc quand je vais parler d'économie, je parle simplement de ce qui rend possible l'exercice de nos missions. Et donc quand on parle d'économie, c'est pas faire un exercice comme ça de fort en thème ou de calculette, mais c'est vraiment l'articulation de métiers qui sont au cœur de nos missions. Et ces métiers, c'est quoi? C'est d'une part produire du logement pas cher et adapté, le gérer, assurer une mission de gestion locative sociale et une fonction d'ensemblier d'accompagnement social dont j'ai parlé. Et les caractéristiques de l'articulation de ces missions, c'est qu'on a le sentiment que d'une part,
la question de la production de logements adaptés, pas chers, eh bien, elle pèse en rapport des redevances qui sont payées de plus en plus. Je discutais tout à l'heure avec un DAF, d'un directeur des affaires financières d'un des organismes importants de l'Union, qui me disait en quelques années, ce qu'on appelle le coût de la mise à disposition immobilière, ce qu'on paye aux propriétaires, a augmenté en moyenne ou en médiane dans l'association, 25%, 33%. Aujourd'hui, il sort des opérations à un coût de mise à disposition immobilière par rapport à la redevance qui est de l'ordre de 40-45%. Donc on voit très bien que par rapport à des redevances qui, elles, sont, et c'est normal, plafonnées, indexées, eh bien, on a là une part qui augmente de plus en plus. Si on regarde la gestion, deuxième mission, on voit très bien que la gestion, là aussi, il y a aujourd'hui un effet ciseau entre, d'une part, des charges, chauffage, fluide, etc., qui augmentent, et une redevance qui est redevenue indexée à l'IRL il y a quelques années. Et donc, voilà, on a sur les deux bouts une augmentation de la part relative du loyer dû au propriétaire et des charges de gestion. Et ce qui reste au milieu, c'est la capacité du gestionnaire, la capacité d'agir, d'être proche des personnes, de faire tout le travail qui lui est demandé. Et donc c'est important, vous voyez, quand on parle d'économie, on n'est pas en train de parler de choses très abstraites, on est dans du concret, une capacité de faire. Et donc c'est pour ça que dans les propositions, et puis enfin, le dernier élément que je vais, pour cibler l'ensemble des missions, c'est la gestion locative sociale. Et je vais faire comme Jean-Jacques Gelin, rappeler que cette AGLS, elle n'a pas été revalorisée. Mais je le redis devant Alain Régnier, parce que c'est une difficulté qu'on a dans nos dialogues, Alain, je le dis très franchement. Vous avez dit il y a quelques années, il faut ouvrir le capot pour regarder ce qu'il y a dans la AGLS. Il y a une étude conduite par l'UNAFO, une deuxième étude par la DGCS. Aujourd'hui, la GLS en est au même point. Alors, elle a augmenté effectivement globalement dans le budget, mais elle a fait que rattraper le consommé, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui indiqué, et encore pas tout à fait consommé, parce qu'il s'est produit en plus de plus en plus de résidences sociales. Donc là, il y a un vrai problème de poser des actes. On disait tout à l'heure de divergence entre les effets d'annonce et les effets de réalité. Il faut qu'on avance sur ces questions de la GLS, parce qu'on l'a dit, c'est notre cœur de métier. Donc c'est vraiment là-dessus, il faut que vous preniez, alors je vous vois pour le coup, l'État, il faut qu'il prenne la dimension de ce que ça signifie comme message de ne pas revaloriser cet AGLS et de faire que, effectivement, ça laisse les gens dans un sentiment non seulement d'injustice, mais de non-reconnaissance globale. Donc, c'est l'ensemble de ces métiers qu'il faut. Alors, sur les propositions... Est-ce qu'on laisse Alain Régnier réagir tout de suite ou vous préférez voir les propositions? Allez. J'ai les propositions. Non, mais les propositions, on les a vues tout à l'heure. Se donner les moyens de produire des logements abordables, donc c'est la partie que j'ai dit en amont, là, sur la question du coût de la mise à disposition, donc retrouver de vrais moyens d'investissement, pouvoir obtenir, on a parlé des questions d'accessibilité, il faut trouver une cote moyenne entre, effectivement, quand on fabrique des logements petits, effectivement, si on a des salles de bain qui sont plus grandes que les salles à vivre, ça pose quelque part problème. Voilà, il faut... alors, un point qui nous inquiète, c'est effectivement l'effet de l'augmentation de la TVA dans un système où encore nos recettes sont contraintes, alors que ça soit pour certains qui sont assujettis à la TVA, c'est une baisse de leur chiffre d'affaires automatique si la TVA augmente, ou pour les autres qui ne sont pas sujets à la TVA, ce sont les charges qui augmentent par rapport à des recettes qui, elles, sont fixes. Donc il y a des vraies inquiétudes. De quelque côté qu'on prenne les choses, les inquiétudes sont là, et il faut vraiment desserrer aujourd'hui cette espèce d'étau. Et puis, bon, c'est sacralisé. Deuxième élément, alors, toujours dans la poursuite dans la gestion, donc c'est la fameuse indexation composite. Vous savez qu'on a déposé plusieurs fois un amendement, il n'est toujours pas passé. Là aussi, tout le monde nous dit on est tous d'accord, etc., mais il ne passe pas. Donc une vraie difficulté. Et puis plus récemment, on a intervenu très vigoureusement auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour rendre les résidences sociales éligibles aux tarifs sociaux de l'énergie. C'est aussi une manière de desserrer cet étau qui nous pénalise. Et puis, sur tout ce qui concerne... alors, un élément essentiel, parce qu'on l'a dit dans certains ateliers, aujourd'hui, le fait de participer à toutes ces dynamiques de refondation nous oblige à mettre en place des outils de gestion des demandes. Il y a là un chantier pour l'UNAFO très important, parce que c'est à la fois être capable, nous, de mieux connaître les besoins exprimés, et puis favoriser une meilleure interconnexion avec l'ensemble des réservataires.
Deuxième axe, j'ai dit, c'est la gestion locative sociale. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur les propositions, mais j'y reviens, comme tu dis, ça s'appelle une prétérition qu'on dit. Je ne vais pas dire, mais je le dis quand même. C'est une facture de style qu'on appelle une prétérition. Donc, je ne vais pas parler de la nécessité de revaloriser fortement et d'indexer la GLS. Je ne vais pas parler de la nécessité d'indexer l'aide aux pensions de famille. Je ne vais pas parler d'introduire une tranche supplémentaire de la GLS qui tienne compte de la taille de certains établissements. Je ne vais pas parler du caractère pluriannuel de ces aides, parce qu'elle est prévue dans toutes les circulaires, mais appliquée nulle part. Et je ne vais pas parler du fléchage des aides et du pilotage dans les territoires. Dans la dernière étude d'Itener, dit qu'elle n'est pas pilotée d'un point de vue stratégique. Et puis enfin, tout ça ne sera possible. C'est-à-dire, c'est pas uniquement quand on dit le modèle économique, se tourner vers l'État, vers les autres, pleurer, etc. Il faut le faire à des moments parce que c'est des contraintes, des systèmes de contraintes qu'on nous fait peser et qu'à un moment sont plus tenables. C'est aussi de dire qu'on nous, on a un travail à faire de professionnalisation et on inclut ce travail-là dans ces propositions, c'est-à-dire de se dire qu'effectivement, il faut, au-delà d'élaboration d'outils de promotion du logement, il faut élaborer des référentiels métiers, poursuivre le travail de confortement de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, poursuivre la réflexion sur le modèle économique du secteur, renforcer et ouvrir aux partenaires du champ de logement d'insertion les actions de formation proposées et de qualification des acteurs. Donc vous voyez, la dimension économique, ce n'est pas uniquement une dimension de pleureuse ou de revendication, c'est à la fois la nécessité de prendre conscience d'une situation économique qui aujourd'hui, il faut entendre ce cri d'alarme qui est porté par les gestionnaires adhérents de l'Union, et il faut en même temps qu'on travaille, nous, à trouver, professionnaliser notre secteur et trouver les moyens de desserrer cet étau qui nous en sert. Alors, Alain Régnier, Gilles Desrumeaux, vous voyez, il a parlé plus fort et plus vite, donc le sujet doit quand même être très très important. Là. Donc je vais lui dire, monsieur le délégué général, bon, l'année dernière, vous aviez consacré, vous aviez appelé vos rencontres, je sais plus, la ligne 177, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Il est clair que tout ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années, avec vous, et les gouvernements qui se suivent, et les ministres qui se suivent, on a fait progresser cette fameuse ligne 177 de 400 millions en 5 ans. Aujourd'hui, elle est à 1,2 milliard. Si vous rajoutez les 50 millions supplémentaires que le Premier ministre a annoncé à la fin septembre, donc on a 1,250 milliard. Si on évalue les besoins de sous-basage, comme on dit budgétairement, de cette ligne, on ne va pas être loin, et des besoins nouveaux qu'on est en train d'expertiser dans le cadre de la préparation de la conférence, j'y reviendrai, on n'est pas très loin de quelques centaines de millions supplémentaires. Alors on va arriver à cette interrogation qu'il faut aussi qu'on porte ensemble, c'est de se dire que le budget de l'hébergement va représenter 3 fois le budget des aides à la pierre inscrit au budget de l'État. Donc je vous livre aussi cette réflexion que je me porte à moi-même depuis quelques temps maintenant, parce qu'encore une fois, que ça s'appelle logement d'abord, ou aller vers le logement, ou faire en sorte que notre priorité, c'est le droit commun, c'est que les gens aient un logement. Si on est dans l'accroissement permanent du budget de l'hébergement et de plus en plus tiré vers l'urgence sociale, je vous dis tout ça parce que je vais répondre à la GLS. Si on n'avait pas connu, alors avec des si, hein, vous connaissez l'expression, je ne vais pas vous la reciter, mais si cette pression de dizaines de milliers de personnes supplémentaires qui sont en très grande précarité n'était pas présente, nous aurions pu réallouer à l'intérieur d'un budget vers le logement, à l'intérieur de ce 177, les moyens nécessaires pour financer à hauteur de ce qu'elle devrait être financée, cette AGLS. Mais rattraper encore une fois et l'augmentation récurrente des budgets ne va que sur la cautérisation de l'urgence sociale. Hein, vous avez peut-être en tête qu'actuellement en région parisienne, l'État finance chaque soir 19 000 chambres d'hôtel. 3 000 € par mois par famille. Donc à ce prix-là, en quelques années, vous pouvez acheter le pavillon. Hein. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de marcher sur la tête. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce plan quinquennal. Donc dans ce plan quinquennal, il faudra, si on prend l'exemple des pays étrangers qui ont fait un peu de logement d'abord, même si j'ai interdiction de prononcer ce terme, mais on va dire qui vont vers le logement. Bon. Il faut bien reconnaître que ça s'est traduit ailleurs par des créations significatives de postes d'accompagnement social, travailleurs sociaux, quel que soit l'intitulé,
en contrepartie de la réorganisation de l'offre et des modalités de réponse vers le logement. Donc il faut que, et ça sera un des volets forts de notre proposition au gouvernement, nous allions vers cette proposition de donner les moyens nécessaires à la GLS, mais pas que, à toutes les formes qui concourent effectivement à avoir le bon accompagnement à la carte aux besoins des personnes. Et donc, effectivement, si nous n'avons pas répondu à la hauteur du besoin sur la GLS, ce n'était pas, à mon avis, ayant vécu maintenant 5 ans sur ce poste, lié à un désaccord entre les ministres ou l'administration par rapport à la réalité de ce qui est fait avec cette AGLS, mais parce qu'encore une fois, à rattraper en permanence par l'urgence, tous les moyens sur le terrain vont être dérivés vers l'urgence. Voilà, ça ne justifie pas, mais je voulais quand même vous réexpliquer et vous réinterroger, nous réinterroger collectivement sur le sens qu'a une politique publique pour l'État à consacrer, si on continue à ça, 3 fois plus d'argent pour mettre des gens à l'abri que pour construire et développer une offre de logement. Voilà, donc c'est une interrogation collective. Merci. Merci. Des réactions ? Jean-Jacques Tartainville, on vous écoute. Ça va continuer, non, cet hiver et au printemps prochain, cette tension entre l'urgence et le logement? Ben oui, je viens de vous dire qu'on est à 19 000 chambres d'hôtel. Il y a, pour prendre un département, un cas concret, la Seine-Saint-Denis, qui est un département particulièrement en difficulté. En 2005, l'État finançait 87 chambres d'hôtel. Il en finance actuellement 2350. Le préfet de Seine-Saint-Denis, il a sur son bureau 7562 demandes de concours de la force publique, auxquelles il n'a pas donné réponse favorable. L'État va payer en Seine-Saint-Denis 22 millions d'euros pour non-exécution des décisions de justice. Pour l'ensemble du pays, le non-concours de la force publique demandé va représenter 70 millions d'euros sur le budget du ministère de l'Intérieur. 70 millions d'euros à rapporter aux 54 millions d'euros qui était le montant de la dernière année de la part FSL-État en 2004 avant la décentralisation. Donc, les chambres d'hôtel, c'est à peu près 300 millions d'euros par an. Donc, je vous incite tous à me rejoindre dans la création d'un groupe hôtelier. Parce que je pense qu'il y a un business à faire. D'ailleurs, on ne trouve plus d'hôteliers en Île-de-France. Alors, le gouvernement a refusé qu'on aille démarcher pour mettre des franciliens dans l'Eure, dans l'Oise. Il y a un moment donné, si vous voulez, je pense qu'il faut collectivement, c'est tout le sens du travail qu'on a avec vous, c'est encore une fois essayer de retourner les politiques publiques dans le bon sens, quoi. Parce que si on continue à être rattrapé et en permanence à être tiré sur l'urgence et la mise à l'abri, on va réouvrir des cités de transit, on va mettre des lits picots dans toutes les surfaces disponibles. Enfin, voilà, le risque, il est là. C'est de retirer à nouveau vers des approches qu'on ne souhaite pas reprendre. Donc, oui, effectivement, pour l'année prochaine. D'où pour l'année prochaine, ce qu'on est en train d'essayer de préparer, c'est-à-dire un plan un peu commando pour faire en sorte que le pic maximum de capacité hivernale, qui est de 19 600, puisse être absorbé, c'est-à-dire qu'on maintienne ces capacités sous d'autres formes, de manière à ne pas faire les jeux de yo-yo de ces dernières années. Voilà. Ouais, j'ai une autre remarque. Il y a beaucoup de propositions, donc pour nous, ça va déjà nous occuper beaucoup. Donc je ne voudrais pas en faire une autre, mais il me semble qu'il y a un acteur qui n'est pas très présent dans les propositions. On parle beaucoup de rapport à l'État, du rapport aux collectivités. On ne parle pas beaucoup des rapports avec les bailleurs sociaux. Et je pense que dans un des aspects, si on veut effectivement contribuer activement aux objectifs quantitatifs de production, ce n'est pas simplement demander des moyens supplémentaires. Si on n'arrive pas à aborder un jour vraiment la question du modèle constructif en innovant et en arrivant à des coûts de production, je laisse de côté le problème foncier parce que c'est très compliqué, mais ne serait-ce que sur le modèle constructif, si on n'arrive pas vraiment à développer des projets communs qui aboutissent non pas à des constructions au rabais,
mais à des constructions moins chères, moins onéreuses, on pourra toujours demander des moyens supplémentaires. On vient de voir que à court terme, ce n'est pas trop évident. À moyen terme, on ne l'imagine pas trop non plus. On peut toujours le demander. Mais je pense qu'il y a un élément qui n'est pas trop présent là. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive... Alors, on ne le sent pas, nous, par exemple, sur les projets que nous conduisons. On n'est pas vraiment stimulé, si je puis dire, quoi. Bon, on a des envies, mais nous, on a des petits bras. On ne peut pas être dans la conception, dans la... Bon, ce n'est pas notre métier, je dirais. Et je pense qu'il y aurait peut-être un chantier à ouvrir entre deux grandes unions, enfin, une moyenne union qui est la nôtre, une très grosse union qui est l'USH, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, si ce n'est pas trop rêvé, de manière à progresser enfin vraiment sur ce sujet. Alors très partiellement, c'est une mesure que l'on va retrouver dans l'axe de la gouvernance, mais pas aussi incisive, pas aussi musclée, puisque vous parliez de petits bras, donc pas aussi musclé que sans doute vous le souhaitiez, mais qu'on va retrouver partiellement dans cet axe. Est-ce que... Ah, je vous en prie. Donc Jean-Jacques Jolin du Mans. Donc, je ne vais pas parler d'AGLS, parce que tu m'as remplacé. Non, la seule chose, c'est que je vous entends bien quand vous parlez d'augmenter l'hébergement, et on a vu les 50 millions arriver. J'étais à une réunion régionale sur Nantes, j'ai vu aussi les sommes arriver. Et quand j'ai vu les sommes, je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Eh bien, ce qu'on pourrait faire avec ça, et c'est vrai que nous, on a tenté l'expérience sur la Sarthe, c'est en fait plutôt de créer, au lieu de courir après l'hébergement et de trouver des solutions d'hébergement, plutôt de nous proposer, nous, entre autres, de créer du logement accompagné pour créer de la fluidité. Et ça a fonctionné, puisqu'en Sarthe, on a créé une résidence sociale famille qui a permis de fluidifier le parcours, entre autres, des demandeurs d'asile sortant de CADA, et qui a évité ces problèmes d'hébergement, puisque si on vide la CADA rapidement, ils ne restent pas à l'hôtel. Donc c'est ça que je me dis, est-ce que les sommes, puisqu'on est obligé de le mettre en urgence, est-ce qu'on ne peut pas, ces mêmes sommes-là, nous les donner, pour que nous, on puisse créer des choses qui vont créer de la fluidité? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi pour revenir à un point d'avance sur la participation des usagers. Nous, ça fait 20 ans qu'il y a des résidents qui sont au conseil d'administration. C'est sûr que c'est une volonté de donner la parole aux résidents. Mais au-delà de ça, au-delà de la volonté, c'est aussi parce qu'une collectivité locale nous aide financièrement. Parce qu'il ne faut pas rêver là-dessus. Et après, que je dis que notre secteur n'est pas connu, mais moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que quand le ICAO s'est mis en place, eh ben, ils sont venus me voir. Donc c'est bien que je pense qu'on était un peu connus, parce que quand ils ont besoin de nous, ils viennent nous chercher. Donc ça, c'est le troisième point. Et le dernier point, parce que quand même la GLS me tient à cœur, je ne parlerai pas, c'est que demain, quand je vais rentrer dans l'association, je redirai à la responsable de gestion locative qu'elle ne sera pas augmentée, chose qu'elle n'est pas depuis 10 ans. Alors, faut-il répondre? Juste peut-être... Non, mais on est dans un échange. Hein. Moi, je vous dis, comment ce que j'essaie de faire à mon poste. Hein. Encore une fois, je ne suis pas ministre du Logement, ni Premier ministre. J'essaie d'être haut fonctionnaire et de faire mon boulot. Donc, je vous dis aujourd'hui, quand je vous dis 70 millions d'euros pour non-exécution de justice, si on avait un meilleur travail de prévention des expulsions, peut-être que ces 70 millions d'euros pourraient servir à autre chose. Donc, dans une période de très forte contrainte budgétaire, toutes ces sommes qui sont dépensées parce que nous ne travaillons pas suffisamment ensemble pourraient être, même à budget constant, être réallouées à autre chose. Donc, moi, dans le plan d'urgence, entre guillemets, plan d'urgence que je prépare avec Christophe Robert et les membres du groupe, il y a bien ce que vous proposez vous-même, c'est-à-dire d'arrêter de mettre des moyens sur l'urgence sociale ou la mise à l'abri, et bien de créer immédiatement des dizaines de milliers de réponses de logements adaptés dans le diffus, de manière à organiser la fluidité des dispositifs et à sortir de cette spirale infernale du bas seuil et de la réponse immédiate. Donc on partage ce sentiment. Et puis vous pourrez dire en rentrant demain qu'il y a quand même la volonté de ce gouvernement, du président de la République, de faire ce plan quinquennal. Et je crois pouvoir dire qu'il y a quand même la prise de conscience au plus haut niveau de l'État que même dans cette période de contraintes budgétaires sans précédent, il faudra bien quand même dégager quelques ressources pour financer des actions nouvelles et en particulier
à l'intérieur de ce champ hébergement-logement, la question dont je parlais tout à l'heure, c'est encore une fois des moyens de l'accompagnement. Donc, je ne peux pas dire ce qui sera arbitré par le gouvernement, mais j'ai quand même le sentiment que ne rentrez pas totalement désespérant en Billancourt demain matin. On y travaille et j'espère avoir la possibilité de vous donner, enfin quand je dis vous donner, que vous puissiez faire votre travail dans de meilleures conditions avec des moyens publics rares mais utilisés au mieux. Voilà. Merci. Alors une dernière intervention brève sur cet axe. Jean-Luc Piolet, directeur du CALD. Bon, j'en rajoute quand même une couche sur cette histoire d'AGLS parce que moi je suis assez contre la demande d'actualisation de l'AGLS par rapport à l'an 2000, puisque notre problème c'est qu'on n'a même pas 50% de ce qu'on devrait avoir sur les bases de l'an 2000 dans la Drôme. Donc alors au-delà de la plaisanterie, c'est un témoignage quand même de grande souffrance là. On fait un travail, je pense, remarquable. On a des indicateurs qu'on essaye de suivre de sortie de résidence sociale, de sortie positive vers le parc privé. On a une agence immobilière à vocation sociale qui est remarquable. On a tous les bailleurs sociaux à nos côtés. On a réussi à les mobiliser. Ça n'a pas toujours été très facile. Ça reste compliqué. Je pense qu'on rend un service inestimable et nos équipes sont au bord de la rupture. Donc, alors effectivement, on peut aller enquister des gens dans nos résidences sociales, on rentabilisera mieux nos outils, on ne rendra pas les services sociaux. Donc il ne faudrait pas que vous nous ameniez à jouer ce rôle-là qui est débile, hein. Enfin, franchement, ce n'est pas du tout pour ça qu'on est là. Et la GLS a été fort bien décrite dans la circulaire de l'an 2000, je ne sais pas qui c'est qui l'a écrite, mais c'était déjà très très bien. Donc voilà, le rapport qualité-prix de cet outil-là est absolument remarquable. Vous en êtes persuadé, je le sais, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Voilà. Bien, ça suffit. Donc on change d'axe. Ah oui, on change d'axe. Oui, on change d'axe. Donc on a le 4e axe sur la gouvernance. Jacques Duployer, nous vous écoutons. Première diapo, s'il vous plaît. Voilà, le 4e axe, Monsieur le Préfet, c'est celui de la gouvernance. 5 objectifs, 18 propositions. Comme vous aviez demandé à soulever le capot pour voir ce qu'il y avait dessous, on suppose que vous avez des talents de mécanicien. Donc le premier objectif, c'est de promouvoir une approche intégrée de la politique de l'hébergement et de l'accès au logement. C'est là où, dans la première proposition en tout cas, on va faire appel à vos talents de mécano, puisqu'il nous semble nécessaire de réunir dans une seule main la politique du logement et des politiques sociales qui lui sont liées, pour garantir le continuum entre les besoins repérés, les réponses immobilières et l'accompagnement social ou les problématiques de santé. C'est un rôle d'assemblier tel que, au niveau national, tel qu'a pu l'évoquer notre collègue Daléos. La deuxième proposition, c'est de décliner, bien évidemment, cette approche intégrée au niveau régional et départemental, de façon à ce qu'on soit bien en cohérence dans cet acte de gouvernance. La troisième proposition, c'est de promouvoir à tous les niveaux de responsabilité, dans le cadre de cette politique intégrée, la place du logement accompagné. On va jouer à la courte échelle. Monsieur le Préfet, on accompagne la politique du logement, mais voilà. Voilà. Sur le deuxième objectif, élaborer une démarche concertée de la refondation et de la conduite du changement dans les territoires. Proposition 4, c'est de fonder la co-construction des outils de la refondation sur la confiance entre acteurs institutionnels et associatifs et rechercher le consensus. Souvent, nos associations sont à l'initiative de règlements, de modes de règlement, et on aimerait faire entendre notre voix en tant que partenaire et non pas qu'en tant que prestataire de services uniquement. La proposition 5, c'est de promouvoir un dialogue gagnant-gagnant dans les engagements de contractualisation État-association. Ça va dans le même esprit. La proposition 6, c'est de renforcer fortement l'adhésion des conseils généraux et des EPCI dans les outils de la refondation. Ces partenaires incontournables, de par leurs compétences, habitat, urbanisme, action sociale, sont porteurs de potentialités.
La 7e proposition, c'est d'élargir le champ des outils de la refondation au logement social de droit commun pour démultiplier les solutions d'accès au logement autonome avec la participation active des bailleurs sociaux. On a pu l'évoquer précédemment. La proposition suivante, c'est de conduire la coordination, l'articulation et l'évaluation des dispositifs pour mieux les adapter aux besoins et, le cas échéant, les faire évoluer. Le 3e objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'inscrire le logement accompagné dans les SIAO. Ça rejoint vos préoccupations, avec une proposition qui est d'intégrer les acteurs du logement accompagné dans les instances de gouvernance des SIAO. La proposition suivante, c'est de renforcer la dimension observation des SIAO pour objectiver les besoins en termes d'hébergement, de logement accompagné et de logement de droit commun dans les territoires. Le 4e objectif que nous proposons, c'est d'articuler la politique de refondation et les politiques locales des conseils généraux et des EPCI. Avec comme proposition s'appuyer sur le rôle d'animateur et de promoteur du partenariat que peuvent jouer les conseils généraux, les communautés urbaines ou l'intercommunalité. Autre proposition, l'État doit pouvoir garder son rôle d'arbitre et de régulateur en ne déléguant pas, par défaut, le budget, ses compétences, et donc renforcer le pilotage de l'État. Proposition suivante, c'est de s'appuyer sur l'intercommunalité pour organiser des solidarités d'agglomération. Après, nous proposons de réunir à l'échelle des agglomérations un ensemble de compétences pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des PLH, des PLU, et au titre de ces compétences, bien sûr, de pouvoir faire appel au logement accompagné. La proposition suivante, c'est de mobiliser les conseils généraux sur la question du logement accompagné, parce que là encore, il y a un déficit, parce que c'est censé être de la compétence de l'État. Mais bon, on attend l'acte 3. Évaluer les FSL en rappelant leur importance au regard des moyens d'accompagnement social. Ça nous semble important pour profiler des politiques d'avenir. Le 5e objectif que nous sommes fixés, c'est de développer, que nous proposons, c'est de développer l'interministérialité dans la prise en compte des publics spécifiques, avec comme proposition conforter les fonctions de coordination et d'accompagnement pour favoriser l'accès aux droits des personnes âgées immigrées par une clarification du pilotage et des financements par les pouvoirs publics. Et puis la dernière proposition de cet axe, c'est d'articuler de manière effective les actions d'accès aux soins et à la santé financées par les ARS et les besoins des publics logés en logement accompagné. Alain Régnier, à ces propositions de gouvernance, vous réagissez immédiatement ? Oui, je réagis. Déjà sur le... Je l'avais aussi peut-être déjà dit, le mot gouvernance. Moi, il me gêne, il est apparu il y a une dizaine d'années dans le langage courant. Il vient du monde de l'entreprise, hein, c'est la gouvernance corporate. Ça ne concerne pas du tout le jeu des acteurs publics, mais c'est devenu un mot tarte à la crème aujourd'hui. Et en fait, c'est le mot gouvernement qui convient. Donc oui, mais il était déjà pris. Non, mais j'en profite que j'ai un auditoire pour vous dire, je pense qu'il faut revenir à des choses plus conformes à la primauté du politique. C'est le gouvernement, c'est pas la gouvernance. Bon. Donc le gouvernement, c'est la bonne articulation des différents acteurs publics avec la société civile. Donc il est clair qu'on attend l'acte 3 de la décentralisation pour voir... si des évolutions interviennent, on a parlé tout à l'heure des délégations d'aide à la pierre. Bon, moi, je ne sais pas, encore une fois, à ce stade, quelles seront les évolutions, s'il y en aura, s'il n'y en aura pas. Ce qui semble se dessiner, c'est que, vous l'avez tous entendu, on ne va pas vraisemblablement supprimer d'échelons. Et donc, la question qui est posée pour nous et sur laquelle nous devons travailler, de mon point de vue, enfin, nous y travaillons, nous y réfléchissons pour ce qui est de l'État, c'est comment articuler, je dirais, les compétences territoriales, si elles ne changent pas ou très peu, de manière à lever la complexité du système français. Parce que l'une des difficultés
vous m'interpelliez, Monsieur le Président, sur le capot du moteur et sur le fait de faire rouler la voiture. Bon, moi, en ouvrant le capot du moteur, j'ai un objectif, c'est celui du premier principe de la thermodynamique, si on reste dans la mécanique, c'est le rendement de la machine. Aujourd'hui, il est assez mauvais. Donc je souhaiterais qu'on puisse travailler mieux et autrement ensemble, de manière à ce que sur les territoires, si demain, par exemple, imaginez une chose qui va peut-être être une réalité, c'est que l'État s'investisse plus et remette des moyens forts dans l'accompagnement. Moi, je n'ai pas envie d'avoir le PCG de la Sarthe, le PCG de Lyon, qui me disent « Ah bah, chouette, moi je me désengage d'autant de mes financements sur le FSL, sur d'autres actions du Conseil général, puisque l'État revient. » Donc, il faut, si on veut éviter ces jeux qui ne devraient pas être des jeux, parce qu'en fait, derrière, il y a des gens. Et c'est donc de construire des articulations dans ce gouvernement territorial pour faire en sorte que chacun joue le jeu de ses compétences et les exerce. Et il appartient à l'État d'en assurer la régulation, de sanctionner positivement ou négativement les acteurs sur le terrain qui ne respectent pas les compétences qui leur sont dévolues par la loi. Donc il faut qu'on veille ensemble à construire un partenariat intelligent sur le territoire. Je pense que c'est ça plutôt l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation que un véritable bouleversement des compétences territoriales, bon, même si ça reste un objectif dans un horizon plus lointain. Donc, sur l'interministériel, juste un exemple concret, parce qu'il leur tourne, c'est de vous dire que j'avais déjà proposé au gouvernement précédent, je reproposerai à celui-là, dans le cadre notamment du plan quinquennal, la création de fonds mutualisés au niveau régional entre le DG de l'ARS et le préfet de région, qui mélange des crédits de l'ONDAM médico-social et des crédits du BOP 177 de manière à financer des équipes ou des structures, des dispositifs qui sont à la charnière du sanitaire et du social et pour lesquels les financements n'existent pas ni dans les circulaires de l'ONDAM ni dans les circulaires du ministère en charge de l'action sociale, on va dire des choses comme ça. Donc, et c'est notamment avec ça que je souhaiterais expérimenter dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, alors même si un certain nombre d'entre vous vivent dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants, mais je proposerais de commencer par la mise en place d'équipes pluridisciplinaires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sur la thématique de l'urgence sociale psychique, de manière à pouvoir avoir des équipes 24/24, 7 jours sur 7, qui interviennent à la demande, à votre demande, à la demande d'un bailleur social, à la demande d'une institution, et sont là en sécurité permanente et en capacité d'intervention pour gérer la crise et mettre aussi tous les acteurs de droit commun en réseau, de manière à ce que chacun fasse son boulot aussi dans le droit commun. Donc c'est quelques pistes d'interministériel que je vais proposer avec Christophe Robert dans le cadre du rapport qu'on remettra au gouvernement. Et j'ai déjà donc écrit avec quelques-uns le cahier des charges de ces équipes pluridisciplinaires qui, je l'espère, répondront à une partie de vos attentes. Et puis, si ça marche, ben, on pourra l'étendre à ce moment-là d'une manière plus générale à une situation dans des départements ruraux, peut-être à une équipe par département, et puis pour des départements avec des agglomérations de 50 000 habitants, de voir de quelle manière on le fait. Mais je voudrais, sur un cas concret, tester cette question de l'interministériel et du décloisonnement entre le sanitaire et le social. Merci. Donc sur ces questions de, j'allais dire gouvernance, pardonnez-moi, de pilotage, y a-t-il des réactions, des questions, des interventions? Il nous reste une petite dizaine de minutes que l'on peut consacrer à ce thème si vous avez des choses à dire. Sinon, je vais être obligé de donner la parole à quelqu'un qui s'est peu exprimé jusqu'à maintenant, c'est Gilles Desrumeaux. Oui, monsieur, allez-y, je vous en prie. François Turbadeloff, Association Les Petits Frères des Pauvres. Je voulais revenir sur une des propositions qui est celle du gagnant-gagnant, parce que je ne sais pas si elle est très explicite telle qu'elle. C'était simplement pour souligner qu'il fallait être attentif, parce que les représentants de l'État, dans le cadre du fameux dialogue de gestion et de contractualisation, ne résume pas son rôle uniquement à un rôle de contrôle, de financeur qui n'a pas les moyens de faire plus, et qu'il ne faut pas qu'il oublie ce qu'on malheureusement on voit souvent actuellement aboutir ce dialogue à uniquement des contraintes supplémentaires, des objectifs supplémentaires qui sont donnés à l'opérateur, comme on dit, au gestionnaire,
Et alors qu'il y a des domaines sur lesquels les représentants de l'État, les DDCS, sont en capacité de pouvoir apporter une aide, et je ne parle pas du tout d'aspect financier, mais plus de coordination, de soutien dans des moments difficiles, de mise en lien, de concertation. Il y a souvent des choses qui sont évoquées comme ça dans le dialogue et qui n'apparaissent plus du tout lorsqu'on arrive à la convention de dialogue, à la contractualisation, où n'apparaissent plus que... Voilà. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement démobilisant et démotivant, et en plus qui renforce l'État dans une position uniquement de financeur et de contrôleur, ce qui est très dommage, parce que je pense qu'on peut aller bien au-delà. Deuxièmement, je reviens sur la question, et sur ce que disait Carole Poméon d'Habitat Humaniste tout à l'heure, sur la question de la nécessité de programmation, et ça revient à la question de l'interministérialité, de la programmation nécessaire du logement social et très social et du logement accompagné, et de la programmation aussi de l'aide aux soins et à l'accès aux soins, puisqu'on sait que on sait pertinemment tous que nous accueillons dans nos structures un pourcentage important de personnes qui ont besoin de soins, que c'est une des grandes difficultés que nous rencontrons. Donc il me paraît complètement absurde et incohérent de programmer de vastes, parfois dans un arrondissement ou dans un village, enfin dans un arrondissement, par exemple 4 ouvertures de pensions de famille et résidences sociales, et de ne pas penser aussi à ce moment-là la programmation d'outils, de moyens supplémentaires ou de coordination au niveau de l'accès aux soins. Merci, c'est entendu. Gilles ? Non, je voulais remercier Alain Régnier pour la différence qu'il fait entre gouvernement et gouvernance, parce que je crois que c'est l'intervention que j'avais faite au premier groupe, la première réunion du groupe Premier ministre sur ces questions de plan de lutte contre les exclusions, parce que c'est ça le fond du problème aujourd'hui. C'est-à-dire que la difficulté, tout est sur la table, comme le dit le président dans le dernier éditorial du journal. Tout est sur la table, les propositions, les diagnostics, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des actes. Donc je crois que c'est très important pour nous qui sommes là aujourd'hui de pouvoir très rapidement avoir sur les questions de production, sur les questions de gestion locative, de gestion locative sociale, d'accompagnement social, des débuts de réponse, le sentiment qu'il y a des dossiers qui avancent. Et là-dessus, force est de constater que les premiers signes du changement sont timides. Parce que si je prends le budget du logement accompagné dans la LFI, la loi de finances initiale 2013, c'est 160,3 millions d'euros sur 1,2 milliard, autour de 14-15%, alors que c'était dans la précédente loi de 158,7. Alors on ne va pas dire qu'on a perdu dans l'affaire, mais très nettement, on n'est pas à la hauteur. Donc, il faut vraiment, effectivement, qu'on ait le sentiment qu'il y ait du gouvernement aujourd'hui qui fasse que tout étant sur la table, il y a des vraies décisions et redonner un peu d'espoir et de vivacité à un secteur qui désespère un peu. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir une intervention après celle-là ? Alors, puisque tout le monde est épuisé, le débat peut-être aussi. Alain Régnier va vous revenir la lourde tâche de conclure à la fois cet échange et nos 2 journées de rencontres. Voilà, pour un mot qui sera terminal. Nous n'aurons pas de débat à la suite de vos propos. Quelques mots, et en vous remerciant tout d'abord de m'avoir invité et de continuer encore à partager ensemble ces interrogations, ces réflexions, ces propositions dans une période, encore une fois, très difficile. Je voudrais tout d'abord excuser la ministre Cécile Duflot qui m'a demandé de la représenter cet après-midi. Vous savez peut-être qu'elle avait consacré l'une de ses toutes premières interventions, ou si ce n'est la première intervention publique, à la rencontre que les acteurs du logement d'insertion avaient organisée à Paris au printemps dernier. Et elle avait, je pense, marqué l'auditoire par la connaissance qu'elle a du sujet du logement et puis le fait qu'elle avait travaillé directement sur les sujets qui nous intéressent cet après-midi. Et donc je pense qu'elle était réellement convaincue de la nécessité, à partir du rapport que la DIAL avait commandé, d'aller plus loin et de continuer à travailler ensemble. Donc je pense que si elle avait pu être présente, elle l'aurait été. Comme vous le savez, elle a à gérer l'annulation par le Conseil constitutionnel pour les raisons de forme, donc de la loi qui avait été adoptée sur la mobilisation du foncier public et la modification de l'article 55 de la loi SRU.
Donc il ne pouvait pas être là, donc je voulais l'en excuser et vous dire toute l'importance et l'intérêt que la ministre portait à vos sujets. Alors, ce qui a été échangé cet après-midi, et puis les échanges qu'on a ensemble depuis plusieurs années maintenant, me conforte dans l'idée que j'avais eue à la fin 2010 de proposer au précédent ministre du Logement d'avoir les moyens de faire une véritable étude sur ce que j'avais appelé le tiers secteur, et donc qu'on peut appeler encore une fois différemment logement accompagné, peu importe. Et je crois que la qualité du travail qui a été fait, avec le comité de pilotage dans lequel vous étiez, enfin il y a eu, je pense, un véritable travail partenarial sur cette étude. Elle est aujourd'hui rendue publique et je pense qu'elle contribue largement à alimenter et à changer le regard que portent un certain nombre d'autres acteurs par rapport à ce que vous êtes et aux réalités que vous représentez. Donc, je pense que c'est une étape et que, encore une fois, d'année en année, on voit les évolutions, on voit les choses qui avancent. Hein, il ne faut jamais regarder en permanence dans le rétroviseur, mais je pense que de temps en temps, il faut regarder aussi et pointer ce qui a avancé. Et je pense qu'un certain nombre de choses, on a pu, même si l'AGLS n'est pas réglée, faire avancer un certain nombre d'idées et de propositions concrètes. Aujourd'hui, on est à la demande du président de la République, comme je vous le disais, engagé dans la préparation d'un plan quinquennal que le gouvernement va présenter à la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. Et le Premier ministre, dans cet exercice demandé par le président de la République, a donc confié à un certain nombre de personnalités dites expertes l'animation de 7 groupes de travail, dont un sur le logement et l'hébergement, qui a été confié à un binôme, dont vous avez vu l'autre partie hier après-midi, puisque c'est Christophe Robert, et l'autre c'est moi. Donc ils vont remettre un document le 25 novembre prochain, qui sera rendu public le 30 novembre sur le site du gouvernement. Donc ça va contribuer à alimenter le débat public. Vous êtes représentés dans le groupe de travail de 17 personnes avec Gilles Desrumeaux et d'autres acteurs du logement d'insertion, mais Gilles est très présent et vous connaissez, il l'a encore démontré ces dernières minutes, sa pugnacité et la capacité qu'il a à porter, à intellectualiser les choses et à proposer des choses. Donc je pense que, j'espère encore une fois, même si c'est le rapport de Christophe Robert et de moi-même, c'est-à-dire qu'on nous a dit c'est votre rapport à tous les deux, chaque responsable de groupe proposera un rapport en son nom, mais néanmoins nous essaierons avec Christophe de proposer un rapport qui soit le plus représentatif, si ce n'est notre objectif, un document qui porte un consensus à la fois sur le diagnostic et les propositions. Donc dans ce rapport, vous trouverez un diagnostic, à mon avis, qui est très intéressant parce qu'il pointe les nœuds de ce qui bloque depuis plusieurs années l'avancée d'améliorer la sortie des personnes, la fluidité des dispositifs et la qualité de la prise en charge. Donc ça a été évoqué dans les propositions, je n'y reviens pas. Vous verrez un certain nombre de réponses, propositions, vous retrouverez des réponses aux propositions qui ont été présentées cet après-midi sur une approche qui est de bien travailler sur un spectre d'évaluation des besoins qui ne soit pas aussi cloisonné que ce qu'on a fait ces dernières années quand on fait des enquêtes ou des observatoires. On va faire les sans-abri, on va faire l'habitat indigne, on va faire telle ou telle cible. Là, on proposerait de travailler sur les publics définis par la grille Ethos, qui au niveau européen est une grille qui va de la rue au mal logement dans toutes ses composantes. Et je pense que l'objectif serait d'avoir, territoire par territoire, un diagnostic et une observation dans le temps à 360 degrés, c'est-à-dire qui tiennent compte aussi bien de la personne qui vit dans un camping à l'année dans une caravane que des formes, des questions de bidonvilles qui réapparaissent avec des populations d'Europe centrale ou orientale, de faire d'objectiver et de construire à partir de là, ça a été dit sur du pluriannuel, c'est vrai, d'intégrer dans les PLH, les PDLPD, les PDHI, enfin de revisiter ces programmations dans le sens du continuum de réponse à l'ensemble des formes
de mal logement, des plus extrêmes au logement, de tenir compte donc de l'ensemble des situations. C'est ça qui me paraît un élément vraiment central si on veut améliorer les réponses et la qualité de ces réponses, quantitativement et qualitativement. Il faut que nous ayons une observation large avec un spectre qui ensuite débouche sur des programmations. Donc ça nous amènera à proposer une double séquence temporelle de réponses. 2013. Si nous n'amorçons pas une rupture ou un changement, comme on veut, en 2013, par rapport à ce que nous avons fait ces dernières années, le plan quinquennal aura du mal à se déployer par rapport à des objectifs structurels de moyen ou de long terme. Donc il nous faut répondre, je prends des cas encore une fois que j'ai déjà cités, plus de 19 000 personnes au plus haut de l'hiver devraient être prises en charge dans des dispositifs non pérennes. Et par ailleurs, pas loin de 30 000 ménages aujourd'hui au niveau national sont reconnus prioritaires DALO, sont plantés et attendent donc des relogements, notamment en région parisienne où l'on produit en gros 1000 décisions de DALO favorables par mois et nous relogeons actuellement moins de 400 personnes. Donc nous sommes dans une situation d'impasse. Je vous rappelle que vous avez tous en tête que le DALO, c'est une voie de recours, ce n'est pas une filière supplémentaire pour entrer dans le logement social. Donc il faut dénouer un certain nombre de situations et ça nécessite des mesures d'urgence pour recrédibiliser encore une fois l'action publique. On ne peut pas avoir des personnes qui restent dans des situations depuis des années à l'hôtel avec des enfants sans réponse ou des personnes qui vivent dans de l'habitat indigne sans réponse. Donc nous allons essayer de proposer donc, je dirais des mesures coup de poing de manière à répondre à ces tensions très fortes dans l'année 2013. Donc là, on est plutôt sur la mobilisation de l'offre existante que dans la production d'une offre nouvelle, puisque, comme vous le savez aujourd'hui, cela a été rappelé aussi, la production d'une offre nouvelle, elle est sur plusieurs années. Et un peu, c'est comme les problèmes de transport en Ile-de-France, ça fait une belle jambe aux franciliens d'aujourd'hui de savoir que dans 20 ans, il y aura 57 nouvelles gares et qu'on pourra aller de l'Est à l'Ouest. Aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes de transport. Aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes de logement. Donc, leur dire que dans 5 ans ou dans 20 ans, ça ira mieux, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour recrédibiliser l'action publique. Donc, je pense qu'il faut que nous ayons cette première séquence. Et puis que cette séquence soit mise en perspective d'un plan quinquennal qui travaille aussi bien sur le gouvernement des choses, la gouvernance, comme ça a été dit, que sur les différents volets, mais dans l'esprit du continuum. Pas simplement en ayant une présentation cloisonnée. Alors c'est difficile pour nous de ne pas avoir le chapitre hébergement, le chapitre logement, mais on va essayer de construire quelque chose qui mette un fil rouge, qui est la personne et les besoins de la personne, et d'éviter les ruptures. Ça a été dit aussi, je pense que c'est extrêmement important, et d'organiser l'accompagnement qui va avec. Donc, tout ça nécessite de mieux travailler ensemble, d'être décloisonné et nécessite aussi par rapport au secteur que vous représentez aujourd'hui, encore une fois, qui continue à être, qui soit mieux reconnu, mieux pris en compte dans des démarches territoriales. Et donc, on va y travailler. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc, vous verrez dans quelques jours ces propositions auxquelles, par l'intermédiaire de Gilles Desrumeaux, vous contribuez à construire et à élaborer. Et puis sachez que moi-même et mon équipe, donc restons à votre écoute. Je vous remercie aussi pour tout ce travail. Je pense qu'il faut, le travail que vous faites dans vos institutions, dans vos structures, il faut bien être conscient, mais je pense que vous l'êtes, que les années à venir vont être très difficiles. Il y a un délitement du pays. Les situations de précarité sont de plus en plus visibles. Elle touche de plus en plus de monde dans la société française. Donc il faut continuer à être positif, c'est-à-dire je pense que nous avons des ressources humaines, c'est quand même la première chose, c'est le capital humain donc, que vous représentez, que nous représentons tous. Ce pays a un formidable capital humain, donc à partir de ce capital, j'espère que nous allons pouvoir reconstruire un modèle, encore une fois, qui conserve les acquis réalisés par ceux qui nous ont précédés après une période sombre de l'histoire, il y a plus de 80 ans maintenant,
mais ces acquis doivent être revisités à l'aune de la société du XXIe siècle. Donc il faut non pas simplement être dans une tranchée et éviter d'avoir des balles qui nous frappent, mais il faut être au-devant de la tranchée, et quand on dit bouger les lignes, c'est plus que bouger les lignes, c'est ce que nous appelons dans le groupe de travail à des visions un peu révolutionnaires, dans le sens, il ne faut pas les réformettes, des réformes de bout de dispositif par bout de dispositif ne régleront pas la situation du pays. Donc un moyen constant et à revenus faibles, il nous faut penser autrement les politiques de solidarité, et donc je compte sur vous pour contribuer à construire un nouveau visage à la solidarité dans notre pays. Merci de votre attention. Merci à Alain Régnier d'abord d'avoir accepté notre invitation, et je crois qu'une politique, ça s'incarne aussi dans des hommes, et c'est important pour nous de pouvoir compter sur quelqu'un d'engagé dans la poursuite des travaux, et je voudrais te remercier, Alain, en tutoyant en fin d'après-midi, pour son engagement dans ce travail que nous menons effectivement avec détermination les uns les autres. Je voudrais remercier aussi Thierry Delay pour la qualité de son animation. Ça fait presque 2 ans que nous l'essayons, on va peut-être l'adopter, on va voir. Remercier aussi toute l'équipe de l'UNAFO, parce que effectivement ces journées, ça demande un travail en amont très important, et là aussi nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe engagée, professionnelle, et toutes ces journées ne seraient pas possibles sans l'engagement de toute cette équipe, et notamment la préparation et la participation à toutes les journées régionales qui ont précédé ces journées. Je voudrais aussi remercier Corinne Bardou, qui a effectué les films que vous avez entendus. On a essayé de changer un peu la forme, d'avoir une vision plus dynamique, dans une salle un peu plus assise, donc il nous fallait un peu des films toniques. Voilà, et vous remercier tous d'avoir participé nombreux, et c'est avec plaisir qu'on a pu voir qu'on occupait amplement cette grande salle des délibérations, et on espère que ces délibérations seront suivies d'actions. En tout cas, bon retour chez vous, et à bientôt. N'oubliez pas de laisser vos questionnaires d'évaluation avant de partir, alors remplis de préférence. Et sur le site rencontre.unafo.org, très prochainement seront téléchargeables des photos, des témoignages de participants faits à chaud pendant ces 2 jours, les diaporamas, les vidéos des interviews régionales, etc., etc.